Aujourd'hui, je vous amène dans les années 90. Une époque où les marques de boissons naturelles explosent. Une époque où un patron respecté croit avoir trouvé la pépite. Une pépite qui fera rentrer son entreprise dans une nouvelle ère. Ce patron, c'est William Smithburg et il dirige Quaker Oats. Et il va prendre une décision qui va lui coûter son poste et faire perdre à son entreprise 1,4 milliard de dollars. Vous pensez que c'est une erreur de calcul? Un manque d'information? Pas du tout. C'est une histoire d'intuition. Allez, c'est parti. Ils pensaient avoir trouvé la bonne stratégie. Ils avaient l'argent, les équipes, l'expérience, et pourtant, la suite a tourné au désastre. Salut, c'est François, et bienvenue dans Autopsie d'une décision. Ici, on parle de décisions qui ont tout changé, mais pas dans le bon sens. Vous savez, ces choix que les dirigeants prennent convaincus de tenir la bonne idée, jusqu'au moment où tout s'effondre. Et dans cette série d'épisodes, je vous amène comprendre pourquoi certaines entreprises se plantent et comment potentiellement éviter les mêmes erreurs. Alors installe-toi bien et c'est parti pour ce nouvel épisode d'Autopsie d'une décision. Remettons-nous dans le contexte. Dans les années 90, le marché des boissons évolue très vite. Très vite. Les consommateurs en ont assez des sodas classiques. Ils veulent du naturel, du cool, du différent. Et là, une marque cartonne. Snapple. Des thés glacés, des jus de fruits, une image un peu décalée, artisanale, un ton spontané. Ça décolle. Ses ventes décollent notamment. 232 millions de dollars en 1992, 774 millions de dollars en 1994. Plus de 500 millions d'augmentation en 2 ans. Alors Snapple n'est pas encore partout aux États-Unis. Les États-Unis sont un très gros marché. Mais tout le monde sent qu'elle est en train de devenir la prochaine grande marque. Et c'est le cas également pour William Smithburg. Alors, PDG de Quakers, il va avoir l'œil sur cette marque. Smithburg, c'est un vétéran du secteur. C'est absolument pas un nouveau venu. Il a été l'homme derrière un très grand succès qui s'appelle Gatorade, qui est une boisson très connue aux États-Unis. Et c'est lui qui l'a transformé en icône mondiale après son premier achat en 1983. Alors, il voit Snapple comme le prochain Gatorade. Il le dit lui-même. On va refaire le coup de Gatorade. Alors, il s'y emploie. Il convainc son conseil d'administration de mettre 1,7 milliard de dollars sur la table pour racheter cette marque. À l'époque, l'appréciation est un peu mitigée. Tout le monde a l'air de dire « Ah, c'est cher quand même, non ?» Mais Smithburg est sûr de lui. Il sent que c'est la bonne décision, il le sait, il le voit, c'est une intuition. Mais les choses vont mal tourner. Au final, Snapple ne s'intègre pas vraiment comme prévu. Les ventes commencent à ralentir, la marque, du fait de son intégration dans Quaker, commence à perdre son identité. Les distributeurs historiques, petits, locaux, sont mis à l'écart par la décision de Quaker. Ils veulent passer sur les grands supermarchés, les grosses chaînes. Et oui, ils veulent du volume. Résultat, les consommateurs ne reconnaissent plus Snapple. Il n'y a plus cette
proximité, ce ton frais, familier, ils ne le retrouvent pas dans leur magasin habituel, mais dans des grosses marques. Donc c'est difficile. Et puis surtout, sont pas les seuls à avoir senti le filon. La concurrence se déchaîne. Lipton, Arizona. Et oui, le marché des thés glacés explose. Mais Snapple, qui était pourtant très bien placé, va être sur le carreau. Car Quaker n'a pas vu venir cette guerre des parts de marché. Ils pensaient avoir acheté une marque en pleine ascension, mais ils n'ont pas anticipé que ce sommet, ce pic, était déjà derrière elle. Du coup, on est en 1997 et Quaker va revendre Snapple pour 300 millions de dollars. Une perte historique. Plus d'1,4 milliard de dollars perdus entre l'achat, la revente, et c'est sûrement sans compter tous les coûts marketing, production et tous les deals qui ont dû être faits, qui ont été perdus. Résultat, William Smithberg, celui qui avait eu l'intuition, est obligé de quitter son poste. Et Quaker Oats perd petit à petit son indépendance. Et va même être racheté par PepsiCo. Dans les couloirs de Wall Street, et ça c'est très marrant, un mot entre dans le jargon, c'est un Snapple. À comprendre, c'est une acquisition très absurde, trop chère, trop intuitive, et en fait, c'est un no-go. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment un dirigeant aussi expérimenté que William Smithberg a été contre tous les avis et a-t-il pu se tromper autant? Pourquoi cette décision qui, sur le papier, pouvait sembler logique, s'est révélée si catastrophique? Il y a une réponse, qui est bien sûr toujours la plus évidente après coup, c'est l'intuition mal maîtrisée. Pourquoi? Parce que Smithberg, il s'est appuyé sur son passé, sur son ressenti. Il pensait avoir la recette du succès qu'il avait eu avec Gatorade, sans voir que il y avait des grosses différences. Il n'a pas vu que Snapple ne fonctionnait pas comme Gatorade, que ce n'était pas Gatorade, et donc il n'a pas su analyser les indices, sûrement subtils, mais les indices qu'on lui demande d'analyser sur ce poste. En effet, il n'a pas vu que Snapple ne fonctionnait pas sur les mêmes leviers, que son réseau de distribution était sa force, que sa proximité avec les clients, sa spontanéité, son image presque locale, entre guillemets, quand on l'intégrait à un groupe, quand on l'intégrait à une machine marketing, quand on l'amenait dans des lieux qui n'ont pas lieu d'être, c'est-à-dire des grandes surfaces, la marque perd de son identité et donc les gens ne s'y retrouvent pas. Cela d'autant plus, et c'est là où une deuxième partie d'erreur de Smithberg, c'est que Quaker a surestimé sa capacité à tout intégrer, à tout contrôler. Ils se sont dit, on l'intègre, on remplace le management, on va tout faire mieux. Ça s'appelle de l'arrogance managériale. Ou tout simplement, si on parlait de biais, c'est le biais du succès. On croit qu'on peut faire les choses, on est convaincu parce qu'on a eu plein de succès, ouais, mais en fait peut-être pas. Et la non-remise en question, l'absence de partenariat avec la marque, d'assimilation progressive, fait que ça a capoté. D'ailleurs, il y a une citation que j'aime bien qui dit « J'ai réussi une fois, donc je réussirai encore ». Oui, mais en fait non. Non, parce qu'il y a des différents paramètres, différentes choses. C'est là qu'on touche un sujet beaucoup plus vaste. Dans notre société, on adore l'intuition.
On glorifie les visions, les éclairs de génie. Il suffit d'écouter tout podcast ou interview de dirigeants et la plupart du temps, moi-même ayant fait plus d'une cinquantaine d'interviews, la plupart du temps, les gens me disent, les dirigeants ou les managers me disent, moi je me base sur mon intuition. Parce que cette intuition, c'est la valeur, c'est la force de la personne. On célèbre des gens comme Steve Jobs, Elon Musk, des pionniers solitaires, les grandes décisions prises au feeling. Mais en vérité, c'est que l'intuition, c'est loin d'être magique. Et surtout, elle n'est pas toujours juste. Cette intuition, elle est très souvent influencée par notre expertise, nos biais, notre ego. Et dans un monde complexe, incertain, rapide, elle peut se trouver trompeuse. Car oui, on peut se dire, comme Smithberg, je vais faire tout la même chose pareil que mon dernier succès. Mais en fait, il n'a pas repéré les petits éléments, comme j'ai pu le dire un peu plus tôt. Alors bien sûr, l'intuition a un rôle, il ne faut pas le nier. Elle peut guider, alerter, compléter une analyse rationnelle. Mais, et c'est là le point qu'on doit souligner avec le cas de Quakers, c'est que ça ne doit pas être le seul moteur d'une décision stratégique. Il faut dompter son instinct, le questionner et surtout le confronter à des faits. Et pour ça, il n'y a rien que mieux de travailler en équipe. Parce que sans ça, on l'a vu. Et encore, Quakers n'est qu'un exemple. Mais même les meilleurs peuvent échouer. Même les plus expérimentés peuvent prendre la mauvaise décision. La chute de Snapple chez Quaker n'est pas un mauvais investissement en soi. C'est juste un cas d'école. Un rappel brutal qu'en stratégie, l'intuition n'est pas toujours cette boussole infaillible qu'on aime bien imaginer. D'ailleurs, je compléterai mes propos par dire que l'intuition n'est pas le problème en fait. C'est la place qu'on lui donne. Donc, si on veut progresser sur notre manière de décider, il est temps de remettre cette intuition à sa juste place. Sur ces mots, j'espère que l'exemple de Quaker vous aura permis de réfléchir sur votre prise de décision et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Tu l'as compris, les grandes entreprises tombent rarement à cause d'une seule mauvaise décision. C'est souvent un jeu de plusieurs facteurs très divers, comme nous l'a montré cet épisode. Mais toutefois, ça reste extrêmement instructif. En tout cas, j'espère que cette histoire t'a autant fasciné que je l'ai trouvé plein d'enseignements. Et si t'as aimé cet épisode, abonne-toi, partage cet épisode et surtout, souviens-toi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a juste des prises de décision et des absences de prise de décision. L'avenir te dira le reste.